Bien. Alors, ce que je voudrais vous présenter maintenant, donc c'est l'argument de Lewis, cet argument des intrinsèques temporaires qui a fait couler tant d'encre et a beaucoup influencé la philosophie sur ce sujet. Voici le passage clé où Lewis discute ça, que j'ai traduit qu'à un cas. Les choses persistantes changent leurs propriétés intrinsèques. Par exemple, la forme. Donc la forme, on va accepter que c'est le paradigme d'une propriété intrinsèque. Propriété intrinsèque, extrinsèque, vous voyez bien la différence. Être l'oncle, être aimé d'eux, etc. Ça, c'est des propriétés extrinsèques ou relationnelles. On ne fait pas la différence ici. Et puis une propriété intrinsèque, c'est être rond, être carré, par exemple, avoir une certaine masse, etc. Donc les choses persistantes changent leurs propriétés intrinsèques. Par exemple, la forme. Lorsque je suis assis, j'ai une forme courbée. Lorsque je suis debout, j'ai une forme redressée. Ces deux formes sont des propriétés intrinsèques temporaires. Je ne les ai qu'une partie du temps. Okay ? Comment un tel changement est-il possible ? Ça, c'est la manière dont Lewis pose la question de la manière la plus neutre possible. Jusqu'ici, il n'a pas encore pris position. Il dit ce dont on veut rendre compte, c'est comment un objet peut changer de propriété intrinsèque, par exemple la forme quand on se lève. Okay ? Et Lewis poursuit. Première solution, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les formes ne sont pas de véritables propriétés intrinsèques. C'est la solution qu'il n'aime pas, comme vous le devinez maintenant. Ce sont des relations déguisées qu'une chose endurante peut entretenir, pardon, pas entretien, entretenir. Je vais corriger maintenant parce qu'après j'oublie. Attends. Je vais enlever le peu qui alourdit pour rien, parce que c'est mais en anglais. Et je pense que c'est correct de faire ça. Ce sont des relations déguisées qu'une chose endurante entretient avec les moments. Une même chose endurante peut avoir la relation de forme courbée à certains moments et la relation de forme droite à d'autres. Donc, si je suis assis maintenant, j'ai une relation intrinsèque d'être courbé. Okay ? On est tous courbés, là maintenant. Apparemment, c'est une propriété intrinsèque. Mais Lewis dit, si vous acceptez la théorie des endurants, ce n'est pas une propriété intrinsèque parce que c'est une relation entre moi et le moment auquel je suis assis. Okay. Et si je fais ça maintenant, je change de propriété intrinsèque ? Non, d'après cette théorie-là, je ne change pas de propriété intrinsèque, je change d'une propriété extrinsèque parce que dorénavant, j'ai la propriété d'être droit à un certain moment. Okay. Donc, autrement dit, être courbé, être droit, selon la théorie que rejette Lewis, ce ne sont pas des propriétés intrinsèques, ce sont des relations entre des personnes, moi dans cet exemple, et des certains moments. D'accord ? Donc, comme être père d'eux, être fils d'eux, être oncle d'eux, être l'amoureux d'eux, être blablabla, toutes ces propriétés relationnelles, être à gauche d'eux, eh bien la propriété être droit, être courbé, c'est une relation entre des personnes ou des objets et des instants. Okay. Ça semble être, d'après Lewis, ce qu'on est tenu de dire si on accepte l'endurantisme. Donc une même chose endurante peut avoir la relation de forme courbée à certains moments et la relation de forme droite à d'autres moments. En elle-même, considérée en dehors de ses relations avec d'autres choses, autrement dit des instants, des moments, elle n'a pas de forme du tout. Il en va de même pour toutes les propriétés intrinsèques apparemment temporaires, autrement dit qu'on peut changer. Toutes doivent être réinterprétées comme des relations qu'une chose dont la nature intrinsèque est absolument immuable avec différents moments. Pardon, comme une relation, comme des relations qu'une chose dont la nature intrinsèque est absolument immuable entretient avec différents moments. Donc des relations. C'est tout simplement, dit Lewis, incroyable. Si nous savons ce qu'est la forme, nous savons qu'elle est une propriété et non une relation. Donc le cœur de l'argument de Lewis, c'est une forme d'intuition pour le coup, de dire on sait que la forme c'est une propriété intrinsèque. Mais vous, les méchants endurantistes, et je vous montre tous parce que vous avez tous levé la main tout à l'heure pour dire que vous étiez des endurantistes, si Lewis a raison, vous dites que la forme, c'est une relation. Okay ? La forme courbée de Gabriele maintenant, ce n'est pas une propriété qui est dans Gabriele, c'est une relation de Gabriele à un certain moment. Et ça, dit Lewis, c'est complètement en opposition avec notre conception ordinaire de la forme. D'accord ? Donc ça, c'est l'objection de Lewis des temporaires intrinsèques. Vous changez des propriétés intrinsèques en propriétés extrinsèques. Je vous ai mis la citation originale ensuite. Et j'ai fait un joli petit dialogue pour essayer de vous présenter l'état du débat ici. C'est un dialogue qui commence par Hume. Hume dit, on prend un exemple, c'est Julie qui rougit à un certain moment.
Paul lui a fait un compliment, alors elle rougit, puis après elle redevient blanche. Donc juste période de rougissement temporaire. On veut comprendre ce changement de la couleur de Julie. Julie rougit entre T1 et T2. D'après Hume, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? On a une première phase temporelle de Julie qui n'est pas rouge, qui est blanche, pâle. Juste après, on a une autre phase temporelle, Julie à T2 qui est rouge, et puis juste après, on va avoir à nouveau une Julie pâle. D'accord? Ça, c'est la manière dont Hume propose de comprendre ça. Ça, c'est mon joli dessin. Donc, ça, c'est Julie, c'est un petit verre spatio-temporel, elle est encore jeune. Elle était blanche, et il y a une partie temporelle, une tranche spatio-temporelle de Julie qui est rouge, et puis après, elle redevient blanche. D'accord? Et puis Julie, c'est tout ça, c'est cette succession de toutes ces phases temporelles de Julie. Aristote répond dans sa fameuse réponse à David Hume. Ça devrait vous faire rire, si vous ne riez pas, c'est soit que vous êtes ignare, soit que je suis vraiment pas drôle. Parce que Aristote, soyons clairs, Aristote c'était bien avant Hume, d'accord. Pardon, je vous prends pas pour des idiots, vraiment pas du tout. Mais des fois on est surpris dans les copies de ce genre de choses. Donc Aristote c'est avant Hume. Aristote répond à Hume. Pas du tout. Julie rougit entre T1 et T2. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Ça veut dire que Julie tout entière possède la propriété d'être rouge à T1, et puis Julie tout entière possède la propriété d'être rouge à T2. Tout entière, c'est-à-dire pas des parties temporelles de Julie. Autrement dit, voilà comment Aristote voit les choses. Ça, c'est Julie, à travers le temps, elle est tout entière là, puis tout entière là, puis au moment où elle est tout entière à T2, elle est rouge, et puis ça, c'est T1, et puis ensuite, elle redevient pâle. Donc, vous voyez que Julie, ici, c'est chaque instant, vous avez l'entièreté de Julie. Hein, tandis que dans l'optique de Hume, Julie, c'est la somme de toutes ces parties temporelles. Donc Aristote, c'est un endurantiste, on l'a bien compris, et David Hume, c'est un perdurantiste. Alors ça, c'est là où on en était, en gros, avant l'arrivée de David Lewis. Et voici ce que dit David Lewis. Il dit, mais David Hume a raison. Pourquoi? Nous savons qu'être rouge, c'est une propriété intrinsèque. Or, la théorie de Hume, elle rend compte du fait qu'être rouge, c'est une propriété intrinsèque, alors que, si Aristote a raison, être rouge, ce n'est pas une propriété intrinsèque, mais c'est une relation entre Julie et un certain moment. Donc être rouge, ici, c'est être rouge, une relation entre Julie maintenant et puis le moment auquel Julie est rouge. Tandis que pour notre brave David Hume, la chose qui a la propriété d'être rouge, c'est Julie à un certain moment. Donc la propriété d'être rouge, elle est juste être rouge tout court. C'est pas être rouge à un certain moment. Alors on va voir les réponses que peut apporter Aristote. Qu'est-ce que j'ai mis là? Je sais plus. Je ne suis pas sûr que ma théorie implique cela. On va voir pourquoi dans un instant. En revanche, la vôtre, à David Lewis, implique que Julie a des parties temporelles. Or, si nous savons quelque chose au sujet de Julie, c'est qu'elle est là entièrement maintenant. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que vous voyez qu'il y a comme un peu ce qu'on appelle parfois une confrontation, un clash d'intuition, parce que les deux ont une intuition de départ qu'ils ne veulent pas lâcher. David Lewis a l'intuition de départ que être rouge, être courbé, c'est une propriété intrinsèque. Et il pense qu'une théorie qui implique le contraire, ça va être une théorie qui est mauvaise. Les endurantistes, ici j'ai mis Aristote, mais c'est juste comme parce qu'il fallait mettre quelqu'un, puis c'est l'un des premiers à exprimer clairement cette théorie, eux ont cette idée forte que c'est pas vrai que vous et moi avons comme des parties de foot, des différentes parties temporelles. Okay? Donc, et il semble que pour l'instant, la situation dialectique, c'est qu'il faille renoncer, semble-t-il, à une de ces positions. Soit on accepte qu'on a des parties temporelles, soit on accepte que la forme, en fait, ce soit une relation entre des personnes et des moments. Et puis, on aimerait bien garder les deux. Alors, comment est-ce qu'on peut garder les deux? Eh bien, il y a peut-être une solution que je pointe juste du doigt maintenant. Pardon, ça faut que je le fasse apparaître progressivement. Qui est la solution qu'on peut introduire de la manière suivante. Vous voyez que jusqu'ici, on a une expression qu'on utilise qui voyage un peu dans la phrase. Prenez juste linguistiquement. À un certain moment. Okay? C'est compliqué de savoir à quoi s'attache cette expression à un certain moment dans la phrase. Qu'est-ce qu'elle modifie? On fera de la philosophie du langage l'année prochaine. Mais quel type d'expression linguistique c'est? Et
vous avez au moins 3 solutions. La première, qui est celle qu'aime bien David Hume et qu'aime bien Lewis, c'est de dire qu'à un certain moment, c'est une expression qui s'attache au sujet dans notre phrase « Julie est rouge ». C'est « Julie à un certain moment est rouge ». Okay. Donc on met les tirets ici pour montrer à quelle portion de phrase s'attache l'expression en question. Donc ça, c'est ce que propose Hume-Lewis. Vous avez une autre solution que propose l'endirantiste d'après Lewis, qui consiste à dire non, en fait, on a Julie. Julie, elle n'a pas de partie temporelle, donc on n'a pas Julie à un certain moment. Okay. Mais par contre, il y a des propriétés comme être rouge à un certain moment. Okay. Donc le 1 à un certain moment, il va qualifier les propriétés. Ici. Qu'est-ce que c'est qui est à un certain moment? C'est la propriété que vous possédez. Donc vous avez plein de rougeurs. Vous avez la rougeur le 24 octobre 2023, vous avez la rougeur du 25 octobre 2023, vous avez la rougeur. Tout ça, c'est des propriétés qui se ressemblent, mais c'est toujours des relations à différents instants. Okay. Et là, Lewis dit, moi, je ne veux pas de ça. Pourquoi je ne veux pas de ça? Parce que je sais que être rouge, ce n'est pas une relation à un moment. Aristote dit, moi, je ne veux pas de ça parce que je sais que Julie, elle n'a pas de partie temporelle. Okay. Est-ce que vous voyez une autre solution maintenant pour pouvoir éviter et l'un et l'autre? À quoi est-ce qu'on pourrait attacher à un certain moment dans la phrase en question? Il ne reste plus tellement de choix. Hein. Oui. Au verbe être. Hein. Donc une autre solution, c'est de dire, non, mais en fait, à un certain moment, ça s'attache non pas à Julie, elle n'a pas de partie temporelle, ça ne s'attache pas à rouge, ça s'attache à être à un certain moment. Okay. Donc on possède des propriétés à un certain moment. Ce n'est pas que les propriétés, elles sont relatives à des moments, ce n'est pas que nous, on est relatifs à des moments, les propriétés ne sont pas relatives à des moments, nous, on n'est pas relatifs à des moments, mais c'est à un certain moment qu'on possède la propriété. Okay. Quand on dit Julie rougit, on dit Julie est hâtée à ce moment rouge. Okay. Donc la modification temporelle, elle touche ce qu'on appelle parfois la copule. La copule, c'est le « et », c'est ce qui attache le sujet au prédicat dans la logique aristotélicienne et médiévale, et on a gardé ce terme parce que c'est très important. Donc le « et » en question, ce n'est pas le « et » de l'identité. Hein, on dit pas que, vous voyez bien que « et » ici, on ne dit pas que Julie elle est identique à la rougeur. Hein. Le « et » ici, c'est le « et », on peut dire « avoir » aussi, elle possède la propriété d'être rouge. Hein. Donc dans cette troisième solution, ce qu'on dit quand on dit que Julie est rouge, on ne dit pas que Julie a des parties temporelles, on ne dit pas que la rougeur c'est une propriété relative à des instants, on dit par contre que posséder une propriété, ça c'est toujours quelque chose qui se produit à un certain moment. Si on peut faire ça, on a le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'on peut être endurantiste sans devoir dire, comme Lewis, que la rougeur c'est une propriété relationnelle. On peut juste dire non, la rougeur c'est pas une propriété relationnelle. Être rouge, être droit, et tout un tas d'autres propriétés ne sont pas des propriétés qui sont des relations à des instants, ce sont des propriétés à strictement parler intrinsèques, monadiques si vous voulez. Julie n'a pas pour autant de partie temporelle. Tout ce qui est modifié par le temps, c'est la possession des propriétés, l'exemplification des propriétés, le fait d'avoir des propriétés. Vous voyez l'idée? Donc quand vous avez autrement dit, et ça semble être un problème syntaxique, au départ, là c'est un pont intéressant entre la philosophie du langage, ou l'analyse du langage et la métaphysique. On veut comprendre cette expression « Julie est rouge » à un certain moment, okay. Et puis on a différentes manières d'analyser ça, de savoir qu'est-ce que modifie à un certain moment. Ça peut être Julie, ça peut être rouge, et ça peut être être. Okay. Et selon cette analyse linguistique, vous allez avoir des options métaphysiques qui sont très différentes. Vous allez avoir des parties temporelles dans un cas, vous allez avoir des propriétés relativisées à des instants dans un deuxième cas, et puis vous allez avoir une copule relativisée à des instants dans un troisième cas. Okay. Donc ça change quand même significativement les choses, la manière dont vous lisez ça. Alors au départ, Lewis n'a pas vu dans son objection initiale. L'objection initiale de Lewis, elle prenait en compte que ces deux possibilités-là. Puis il dit, comme cette possibilité-là à ses yeux est absurde, il faut accepter cette possibilité-là, autrement dit le perdurantisme. Et puis plus tard, Lewis a écrit un article qui a été très discuté aussi, Tensing the Copula, où Lewis, pour le coup, dit, en fait, on peut aussi, j'ai aussi des raisons à avancer contre cette possibilité-là, que je ne vous présente pas ici. Ce qui est important à ce stade pour vous, c'est de voir qu'il y a au moins ces trois options qui sont là. Et ça, c'est la seule option qui vous conduit forcément au perdurantisme.
Mais si vous êtes un endurantiste, vous pouvez embrasser l'une ou l'autre. Si vous êtes un endurantiste, j'espère que j'ai dit juste, vous pouvez embrasser l'une ou l'autre de ces deux autres options. Bien, ça c'est ce que je voulais vous dire sur cet argument de Lewis qui est un peu casse-tête au début. Il est un petit peu, on ne comprend pas vraiment d'où il sort et pourquoi c'est si important, mais j'espère que les choses se sont un peu éclaircies. Et ça permet de soulever cette question-là qui est importante, qui est de savoir à quoi s'attachent les modifications temporelles dans la phrase, qui est une vraie question métaphysique intéressante. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Oui. Je n'ai pas bien compris pourquoi, en tant qu'endurantisme, on peut accepter la copule et pas Lewis. Vous voulez pas ça en tant qu'endurantiste parce que ça, c'est une partie temporelle de Julie. Okay, Julie athée, c'est une partie temporelle de Julie. Et en tant qu'endurantiste, vous voulez dire que Julie, elle endure, qu'elle n'a pas de partie temporelle. Vous êtes OK pour dire que les parties de foot ont des parties temporelles, mais pas les endurants, okay, pas les continuants. Vous vous souvenez, continuant, endurant, ça veut dire la même chose. Hein, donc vous ne voulez pas ça si vous êtes endurantiste. Okay, donc, mais par contre, a priori, vous pouvez prendre les deux autres. Après, vous avez d'autres raisons, mais qui ne viennent pas directement de votre endurantisme pour choisir l'une ou l'autre. J'ai bien compris que la copule, ça veut dire pour les endurantistes et pas pour Lewis. Ah, alors Lewis, je ne vous ai pas présenté pourquoi Lewis ne veut pas de la copule, ici. Hein. Une des raisons pour lesquelles il ne veut pas de la copule, qu'on rediscutera quand on parlera du problème des universaux dans la deuxième partie de ce cours, c'est que Lewis dit on a besoin de comprendre ce que c'est que cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est que cette relation entre un objet et une propriété? Et puis là, vous avez ce qu'on appelle une régression qui menace, qui est ce qu'on appelle la régression de Bradley. Et pour vous la présenter en deux mots, parce que ce n'est pas très très difficile à saisir, si vous dites que la copule, ici, être, mais ça marche même si vous n'avez pas athée, hein, mais si le problème est encore peut-être plus urgent, c'est ce que veut dire notamment une des choses que souligne Lewis, c'est qu'il est encore plus saillant quand vous acceptez cette stratégie-là. Si ça, vous dites que c'est une relation entre Julie et la propriété d'être rouge. Okay, donc vous avez Julie, vous avez la propriété d'être rouge, puis vous avez la relation avoir à cette propriété. Okay, avoir à un certain moment cette propriété. Si ça, c'est une relation, il faut comprendre, dit Bradley, qui a introduit cette régression, la relation entre Julie et la rougeur et la relation être athée, ou la relation avoir la propriété en question. Puis vous avez une régression parce qu'il faut comprendre la relation entre ça et ça, si vous voulez, puis entre ça et ça. Je vous présente ça très vite, mais on reviendra plus vite sur le... Ça, c'est des paradoxes de... Cette relation de la copule, c'est ce qu'on appelle en métaphysique l'exemplification ou l'instanciation. Si elle-même, l'instanciation, c'est une relation, alors il faut comprendre la relation qui semble être une relation d'instanciation entre l'instanciation elle-même et les relata d'instanciation. J'ai dit ça trop vite. Oubliez tout ce que je viens de dire. Il faut que je prenne plus le temps pour vous présenter ça, mais on y revient quand on parlera des propriétés des universaux dans la deuxième partie du cours, parce que c'est un point important, cette notion d'instanciation. Qu'est-ce que c'est que la relation entre une chose et une propriété? D'accord. Si c'est vraiment une relation, on a un risque de régression. Pardon d'évacuer la question, mais ça va me... Il faut que je prenne plus le temps pour vous expliquer ça bien maintenant, et je voudrais juste clore ce chapitre maintenant sur, je vais avoir le temps, sur la persistance pour passer à une autre grande question. Alors, juste une petite remarque métaphysique, comme on dit aujourd'hui, ça fait très chic. C'est un petit domaine, c'est un domaine qui se développe pas juste parce que ça fait chic, mais parce que il y a des vraies questions qui sont posées derrière ça. Sur les considérations qui peuvent vous conduire à pencher du côté endurantiste, comme vous semblez le faire, et moi aussi, ou du côté perdurantiste, comme Lewis et beaucoup d'autres le font. Ceux qui penchent, comme nous, du côté endurantiste, accordent souvent un poids important à des considérations d'ordre descriptif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand vous faites de la métaphysique qu'on appelle descriptive, vous cherchez à catégoriser les entités du monde d'une manière qui soit la plus proche possible de la manière dont nous catégorisons ordinairement les choses et dont la plupart des sciences catégorisent les choses. Donc cette distinction entre occurrent et continuant, elle est très pratique pour comprendre la manière dont on parle, parce qu'on a vu déjà que dans notre langage, on distingue ces choses-là, on attache des verbes différents, se produire, avoir lieu, se dérouler pour les processus, être, exister pour les substances. Donc il y a tout un tas de marqueurs linguistiques qui laissent penser qu'on fait cette distinction dans le langage ordinaire.
Il y a tout un tas d'autres considérations qui laissent à penser que cette distinction, elle existe dans tout un tas d'autres sciences. La biologie en particulier. La vie, c'est en l'occurrence une cellule, c'est un continuum. Donc ça, c'est des considérations descriptives. On a envie d'avoir une catégorisation métaphysique qui répond au sens commun, d'une part, et d'autre part, à un certain nombre de sciences. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Eh bien, ceux qui, comme Lewis, penchent du côté quadridimensionnaliste, souvent, ils ont des considérations qu'on peut appeler explicatives, fondationnelles ou réductionnistes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, une de leurs préoccupations, c'est de rendre compte de ce qui existe fondamentalement. Et pour ça, ils s'appuient souvent sur, non pas toutes les sciences, mais sur la science qui est largement considérée comme la science fondamentale, la physique fondamentale. Et là-dessus, il y a tout un tas de raisons de penser que vous regardiez du côté de la théorie de la relativité ou de la physique quantique, eh ben, il y a des raisons de plutôt embrasser une forme de quadridimensionnalisme. Et puis d'autre part, si vous avez cette approche réductionniste de la métaphysique, vous cherchez à expliquer la totalité du monde à l'aide de très peu de choses. D'accord ? Donc vous cherchez une théorie qu'on appelle économique. La parcimonie ontologique, qui est considérée comme une vertu des explications, on cherche à dire peut-être il y aurait très peu de choses dans le monde à l'arrivée, très peu de catégories de choses. Peut-être si on a juste les parties temporelles, on peut tout expliquer. Okay ? Donc si vous êtes du côté de Lewis et des perdurantistes, souvent vous avez cet appétit-là, et vous vous dites, ben avec finalement une ontologie très parcimonieuse, on peut expliquer tout un tas de choses. Hein ? Pensez à l'écran, la métaphore humienne, entre guillemets, de l'écran de télévision. Grâce à ça, vous expliquez le monde entier. Vous avez des pixels qui s'allument, c'est ce que Lewis appelle la survenance humienne. Pixels qui s'allument et qui s'éteignent, et si vous avez juste ça, vous expliquez tout. Donc ça exerce un certain attrait. C'est moins directement en ligne avec notre manière ordinaire de décrire les choses, mais ça permet, avec très peu de moyens, d'expliquer beaucoup. Donc peut-être que le débat, pourquoi je vous dis ça là? Parce que peut-être que le débat entre les endurantistes d'un côté et les perdurantistes de l'autre, il est en grande partie fondé sur le fait qu'il y a des projets différents. Vous avez d'un côté des gens qui essayent de donner une image métaphysique qui correspond à la manière dont on voit le monde ordinairement, et puis vous avez de l'autre côté le projet qui constitue à décrire ce qui existe fondamentalement, et à dire, à l'arrivée, on préfère une métaphysique aride, un paysage désertique, plutôt que quelque chose de trop foisonnant. Donc c'est une petite remarque sur les contraintes qu'on accepte en métaphysique. Est-ce que vous acceptez que les choses sont conformes au sens commun, conformes aux sciences macroscopiques ou aux sciences des phénomènes complexes, sociaux, psychologiques, etc. Ou d'un autre côté, est-ce que vous cherchez à supposer le moins de choses possible qui nous permettent d'expliquer tout un tas d'autres phénomènes? C'est une petite remarque méthodologique sur l'objectif qu'on poursuit en métaphysique, et il y a évidemment des débats là-dessus. Bien. Dernière chose sur la persistance à travers le temps, avant qu'on passe à l'existence. Il y a une troisième option, je vous l'ai dit tout à l'heure au départ, qu'on appelle la stage view, qui consiste à dire la chose suivante. Jusqu'ici, on a opposé nos deux théoriciens, le perdurantiste et l'endurantiste. L'endurantiste dit qu'il y a des choses qui persistent sans avoir de partie temporelle, le perdurantiste nie ça. Mais les deux ont un grand point d'accord, on a l'impression qu'ils ne s'accordent pas du tout, mais ils ont un point d'accord, c'est qu'ils acceptent qu'il y a des choses qui persistent. Et celui qui nie que certaines choses persistent, c'est justement celui qui accepte cette théorie de la stage view, comment on dit ça, la théorie des phases ou des étapes. Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie? En deux mots, parce qu'elle est proche en un sens du perdurantisme, mais il y a une forme de variation linguistique sur un même thème métaphysique. Donc si vous êtes un partisan de la stage view, vous pensez qu'il n'y a rien qui persiste à travers le temps. Il y a juste concrètement une suite de différentes étapes ou phases, stages. Il y a trois différences importantes entre cette théorie et le perdurantisme. La première, qui est peut-être la plus frappante, c'est que si vous êtes un perdurantiste, quand vous parlez de Julie, vous parlez d'un grand verre spatio-temporel, qui inclut toutes les parties temporelles de Julie. Tandis que si vous êtes un partisan de la stage view, quand vous parlez de Julie, vous parlez seulement d'une tranche spatio-temporelle de Julie. Vous ne pouvez pas parler du verre parce que si vous êtes partisan de cette théorie, vous n'acceptez pas de facto nécessairement le fait qu'il y ait des verres spatio-temporels. Donc nos noms de choses réfèrent à des portions temporelles de choses.
et c'est la deuxième différence entre la stage view et le perdurantisme, si vous acceptez la stage view, vous pouvez accepter qu'il existe des vers spatio-temporels, autrement dit des groupements de toutes ces parties temporelles, mais vous ne devez pas le faire. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et en particulier, quand vous utilisez les noms ordinaires, vous maintenez que ces noms ne parlent pas des vers spatio-temporels, mais uniquement de parties spatio-temporelles. Et puis, troisième différence entre la stage view et le perdurantisme, c'est qu'en général, on admet que la stage view, elle implique que vous acceptez qu'il existe des étapes instantanées. Okay, parce qu'au moment où je dis Julie, je réfère à Julie au moment où je prononce à la partie à cette tranche spatio-temporelle qui est exactement co-occurrente avec ma prononciation du mot. Donc il y a des instants si vous acceptez la stage view, tandis que si vous êtes un perdurantiste, vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'il y a des instants. Vous pouvez dire qu'en fait toutes les parties temporelles ont une certaine épaisseur temporelle. Donc c'est juste une petite... Je mentionne ça relativement vite parce que, en un sens, c'est presque une variation principalement linguistique. Est-ce que j'ai fait un schéma pour vous? Ah bah oui, je l'ai fait, c'est bien. Pour vous aider à comprendre ça. Donc, question en haut, un peu caché, les objets matériels persistent-ils? Pardon, je n'ai pas fait apparaître dans l'ordre où j'aurais dû. Deux réponses possibles, oui, non. Si vous dites les objets matériels persistent, deuxième question, est-ce qu'ils ont des parties temporelles? Si vous dites non, vous êtes un endurantiste, vous êtes avec Aristote. Si vous dites oui, vous êtes avec Hume et Lewis, vous pensez que les objets spatio-temporels sont des vers spatio-temporels, qui sont des ensembles, des sommes de différentes parties temporelles. D'un autre côté, si vous pensez que les objets matériels n'existent pas, vous êtes un partisan de la stage view, et qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Vous dites que le nom Julie, il réfère non pas à ce vers spatio-temporel, mais il réfère à une tranche de Julie, à un certain moment. Et puis quand vous dites Julie la fois d'après, ben, elle référera à votre prochaine occurrence de Julie, ça référera à une autre occurrence de Julie. Donc vous voyez que la différence entre ces deux théories-là, c'est principalement une différence qui a trait au langage. Qu'est-ce qu'on nomme quand on dit Julie? Mais fondamentalement, vous avez le même nombre de tranches de Julie, tandis qu'ici, vous avez quelque chose de très différent. Vous avez quelque chose qui persiste sans avoir de partie temporelle. Pardon, je ne vous ai pas mis tout ça. Bien, l'erreur du jour, parce qu'on passe à autre chose. L'équivoque, on en a vu une dans l'argument sur la possibilité du changement. Vous pensez que la personne dans la 4-4 est pour Trump ou pour Biden? Alors ça, c'est de l'intérêt d'écrire clairement et de bien définir ces termes. Qu'est-ce que c'est qu'une équivoque? C'est un argument dans lequel il y a le sens d'un terme qui change ou qui est laissé ambigu. Si vous dites Michel Sardou est une vedette est un bateau de la Marine nationale, donc Michel Sardou est un bateau de la Marine nationale. Okay. Évidemment que c'est idiot complètement. D'accord? Alors quand on prend un terme comme ça saute aux yeux l'équivoque. Mais quand on prend un argument comme l'argument du changement précédemment, où on a vu que Julie pouvait tantôt désigner le noyau, tantôt désigner Julie avec ses cheveux, d'après les endurantistes, c'est une forme d'équivoque. Okay, elle est moins facile à voir. D'accord? Donc l'équivoque, là, les erreurs, elles sont... On a toujours envie de se moquer des erreurs quand on les voit comme ça, puis j'ai présenté exprès de manière humoristique, mais en fait c'est très difficile de ne pas les faire, parce que quand vous avez des termes un peu plus complexes, identité, vous avez plein d'équivoques sur identité numérique, identité qualitative par exemple, etc. etc. Donc il faut bien fixer nos termes quand on donne un argument. Bien, c'était une transition très abrupte, c'était pas du tout une transition d'ailleurs, pour passer au chapitre qui va nous occuper maintenant, qui est celui de l'existence. Donc on s'est intéressé à l'identité, pour commencer. On s'est intéressé à la persistance ensuite, et on passe maintenant à l'existence. Vous vous souvenez quand, lors du premier cours, on s'est demandé ce que c'était que la métaphysique? Je vous ai dit, même si il y a le mouvement qui consiste pour la philosophie à cette vue confisquée à travers l'histoire, tout un tas d'objets d'étude par d'autres sciences, et c'est très bien. Au départ, la biologie, c'était nous, c'était Aristote qui faisait de la biologie, puis c'est devenu une science indépendante. Pareil pour la psychologie, etc., pour la physique. Je vous ai dit, il y a quand même un certain nombre d'études qui restent propres à la philosophie, et notamment, c'est l'étude de ces concepts très généraux, très formels. L'existence, l'identité, la persistance. Là, on ne peut pas dire que vous avez trouvé une science particulière qui étudie juste ça. Et pourtant, ça semble être des choses importantes qu'on aimerait comprendre.
Donc le troisième concept qui nous occupe maintenant, vous voyez que c'est des concepts en un sens qui sont presque évanescents. Vous ne pouvez pas vraiment voir l'identité, l'existence. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans ces concepts et pourtant ils sont partout. Et c'est ce qu'on essaye de clarifier dans au moins une partie de la métaphysique. Alors on veut savoir ce que c'est que l'existence maintenant. C'est très important de savoir ce que c'est que l'existence. Hein. On ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui existe là, mais on se dit qu'est-ce que c'est que l'existence, parce que ça sous-tend tout un tas de débats importants. Par exemple, le débat qu'on vient de labourer maintenant, entre les perdurantistes d'un côté et les endurantistes de l'autre. C'est un débat qui porte sur est-ce qu'il existe des choses comme les continuums. Vous avez les endurantistes qui disent oui, on les aime, et les perdurantistes qui disent non, il n'y a que des parties temporelles partout. Et puis vous avez un grand nombre de débats métaphysiques qui portent, et philosophiques plus généralement, qui portent sur l'existence de certaines choses. Pas tous, mais un grand nombre. Je vous ai juste mis une petite liste ici. Est-ce que le changement existe? Héraclite, oui. Parménide, non. Est-ce que les idées, les formes existent? Platon, oui. Aristote, non. Est-ce que les universaux existent? Ce qu'on verra dans la deuxième partie de ce cours. Scott, oui. Occam, non. Est-ce qu'il existe des choses indépendamment de l'esprit? Locke, parmi beaucoup d'autres, oui. Berkeley, non. Est-ce qu'il existe des significations abstraites? Frege, oui. Russell, non. Est-ce qu'il existe des ensembles? Quine, oui. Lesniewski, non. Est-ce qu'il existe des qualia? L'effet que cela fait. Chalmers, oui. Dennett, non. Est-ce qu'il existe des lois de la nature? Armstrong, oui. Cartwright, non. Est-ce qu'il existe des mondes possibles? Leibniz, Lewis, oui. Armstrong, non. Enfin, c'est pas sûr que Leibniz et Lewis, en relisant maintenant, je ne suis pas sûr que c'est exactement la même chose qu'ils aient en tête, mais peu importe. Est-ce qu'il existe des valeurs objectives? Meinong, Moore et d'autres, oui. Hare, Mackie et d'autres, non. Est-ce que Dieu existe? Augustin, Anselme, Thomas, oui. Nietzsche, Russell, Carnap, non. Est-ce que les états mentaux existent? Searle et beaucoup d'autres, oui. Churchland et quelques autres, non. Donc vous voyez que tous ces débats, alors je sais que vous aimeriez qu'on parle de chacun de ces débats, que c'est dans un sens plus parlant que ces débats très généraux en métaphysique. Mais pour comprendre ces débats, il faut comprendre ce qu'on veut dire par exister. Sinon, on peut s'écharper pour savoir si Dieu existe, mais tant qu'on n'a pas clarifié ce qu'on veut dire par exister, on risque pas vraiment d'avancer. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire en métaphysique, ce qui lui donne ce côté très abstrait, puis en un sens dégagé de tous ces débats, mais aussi ce côté très fondamental. Alors, l'existence. Il y a deux grandes questions qu'on doit distinguer au sujet de l'existence, qui va structurer notre petit chapitre sur l'existence. Il y a d'une part une question qui a trait à la définition de l'existence. On veut comprendre, et c'est la principale, la nature de l'existence. Hein. Qu'est-ce que c'est pour une chose que d'exister? Et puis vous avez une autre question générale qui est de dire, une fois que vous avez une théorie, ça peut être n'importe quelle théorie, ça peut être une théorie philosophique, une théorie biologique, une théorie théologique, une théorie tout un tas de choses. Comment est-ce que vous décidez ce qui est censé exister d'après cette théorie-là? D'accord ? Ça, c'est un débat important. C'est une autre chose que je vous ai dite au début quand je vous présentais de la métaphysique, c'est que vous avez des personnes qui acceptent la même théorie, mais qui ont des lectures complètement opposées de ce que cette théorie implique en termes de ce qui existe. Un des débats les plus illustratifs de ça, c'est le débat en philosophie des sciences entre les réalistes et les instrumentalistes. Vous avez des réalistes qui vont dire, quand la physique nous parle de quarks, elle veut dire qu'il y a des quarks qui existent vraiment dans le monde, puis vous avez des instrumentalistes qui vont dire, non, mais les quarks, ça n'existe pas, c'est juste un outil conceptuel qu'on fait, qui nous permet de faire, qu'on construit, que les physiciens inventent, qui permet de faire des bonnes prédictions sur qu'est-ce qui va se passer, quelle observation on va faire, mais ce n'est pas qu'on prend au sérieux l'existence des quarks. D'accord ? Donc vous avez une même théorie qui se prête à différentes lectures. D'accord ? Et pour comprendre la possibilité de ce type de désaccord, on va s'intéresser à cette deuxième question, c'est comment est-ce qu'on sait ce qui existe d'après telle ou telle théorie? Puis là, on va avoir une discussion d'un critère important, introduit par Quine, qu'on appelle le critère de l'engagement ontologique. Alors ça, c'est juste pour vous annoncer le menu. Et on va commencer par s'intéresser aujourd'hui à l'existence. Okay. Bien, quelqu'un a des idées? C'est une question très ouverte. Qu'est-ce que c'est l'existence? Si on vous pose ça comme question. Quelqu'un sait ce que c'est que l'existence ici? Comment? C'est la vie. Alors, si l'existence c'était la vie, ça voudrait dire que les choses qui vivent pas n'existent pas. Peut-être c'est le cas dans notre cas à nous, vous et moi, mais un caillou, a priori, il existe aussi.
il ne vit pas. Un atome, il ne vit pas. Donc l'existence, c'est pas seulement la vie. Peut-être que la vie, c'est nécessaire à l'existence d'un certain type d'entité, mais pas toute. Giacomo? Tout ce qu'on peut saisir, dans le sens que un objet peut exister, mais aussi un concept. Tout ce qu'on peut saisir. Alors ça, c'est une définition de l'existence. Saisir, c'est quelque chose que nous, on fait. Okay. Donc là, vous manifestez un biais presque idéaliste, mon cher Giacomo. Parce que on est en train de se demander, et c'est pas forcément faux, hein, mais on est en train de se demander qu'est-ce que c'est qu'exister. Et là, vous me donnez une contrainte qui est épistémologique. On peut le connaître, on peut le saisir. Et pour ceux d'entre nous qui sommes des réalistes et des endurantistes, j'espère que vous êtes nombreux avec moi, mais il y a des gens qui sont idéalistes, ça paraît bizarre de restreindre quelque chose de si général que l'existence à nos capacités à saisir certaines choses. D'accord ? Ça paraît être une forme de... La nature ne nous a pas attendus pour exister. Peut-être on n'aurait jamais existé, peut-être nous n'aurions jamais existé, ni même pu exister, que d'autres choses auraient pu exister. D'accord ? Donc si Giacomo n'était pas sur Terre, il y aurait peut-être quand même des étoiles. Giacomo n'aurait pas pu saisir les étoiles. Et là, vous voyez, il y aura un problème pour dire... Je ne dis pas que Giacomo, par ailleurs. S'il n'y avait aucun être humain, et il y a eu à une certaine époque aucun être humain, il n'y avait rien qui pouvait être saisi à ce moment-là, et pourtant il y avait des choses qui existaient. Hein, ça, c'est ce type d'intuition que les réalistes mettent en avant pour dire on ne doit pas accepter des contraintes épistémologiques pour comprendre l'existence. Oui. Pourtant, il me semble, alors on devrait nier peut-être tous les concepts humains en tant qu'existence, puisque peut-être il y a des choses, un concept qu'on dit qui existe, mais il n'existerait pas si on ne serait pas là. Vous, il me semble que réduire jusqu'à un fait physique. Oui. Dans les objets qui existent. Alors vous avez différentes... vous avez ceux qui sont réalistes, qui pensent qu'il y a des choses qui existent indépendamment de nous, et même indépendamment du fait qu'on puisse les saisir, disent pas forcément que toutes les choses existent indépendamment de nous. Vous avez des choses qui dépendent vraisemblablement de nous. Un exemple classique, c'est la douleur, par exemple. Un autre exemple que vous venez de mentionner, c'est peut-être les concepts. Ça paraît bizarre de dire qu'il y a des concepts, même si Frege pensait que c'était le cas, mais qu'il y a des concepts s'il n'y a personne pour les concevoir ou pour pouvoir les concevoir. Donc peut-être il y a une sous-classe d'entités qui dépend directement ou indirectement de nous, de nos capacités de conception. Mais il y en a d'autres, pense le réaliste, qui ne tombent pas là-dedans. Les dinosaures, etc. Donc, existence. D'autres propositions sur ce que c'est que l'existence ? C'est un peu vertigineux. C'est très dur de répondre à la question posée comme ça, mais c'est juste pour vous dire, pour vous faire sentir la difficulté du projet métaphysique. On prend des choses comme, si je vous dis qu'est-ce que c'est que l'identité, qu'est-ce que c'est que l'existence, en un sens, ça paraît crucial et fondamental, en un autre, on essaye de mettre le doigt dessus, puis ça paraît être presque rien. Ça paraît être on ne les voit pas. Les couleurs, on peut en parler, on peut il y a tout un tas de choses, les émotions, on peut y en dire plein de choses, mais ça, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut en dire quelque chose d'intéressant ? Est-ce qu'il le faut même ? Alors, ce qui va nous intéresser, nous, et ce qui a intéressé les philosophes ici, qui va rejoindre ces considérations générales que je viens de vous faire, c'est une opposition entre deux grandes approches de l'existence, qu'on va appeler la théorie de l'existence comme propriété, et la théorie qu'on appelle quantificationnelle de l'existence. Alors nous, on commence maintenant à voir la théorie de l'existence comme propriété pour les 10 minutes qui nous restent. Cherchez désespérément à vous faire une image pour vous. L'existence comme propriété, c'est ça. Il a tout un tas de propriétés, cet homme-là. Il a une cravate bleue, il a une veste, il est je ne sais pas quoi, représentant de commerce. Puis il a, par ailleurs, en plus, d'après la théorie de l'existence comme propriété, la propriété d'exister. C'est pas mal, c'est une propriété chouette à avoir en plus d'une cravate. Donc, ça, c'est la première théorie de l'existence. L'existence, c'est une propriété des choses. Ok, donc l'existence, c'est une propriété des choses. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça ? Oublions un petit instant l'existence. On reprend Julie, puis on a Julie, elle ne rougit pas, cette fois, elle sourit. Cet énoncé, il a la forme sujet-prédicat. Il y a un sujet qui désigne une substance, Julie, puis il y a un prédicat qui exprime une propriété, la propriété de sourire. Okay. Julie, on peut dire, possède ou a, exemplifie avec la copule la propriété de sourire. Okay. Donc si vous acceptez cette analyse assez standard de la phrase en question,
vous comprenez que cette phrase dit, ce que cette phrase dit métaphysiquement, c'est qu'on a une chose qui possède une propriété. Julie possède la propriété de sourire, pas de rire, de sourire. Donc on a parlé de la copule tout à l'heure. Vous voyez que cette relation, qui n'est pas vraiment une relation dont on va parler tout à l'heure, dans la deuxième partie du cours, posséder une propriété, on dit aussi exemplifier une propriété, instancier une propriété ou avoir une propriété, la relation entre une propriété et la substance qui a cette propriété. Moi je parle plutôt d'exemplification, mais il y a des variations dans l'usage qui sont faits de ces termes. Alors, ça c'est pour introduire l'idée de ce que c'est qu'une propriété. C'est quelque chose qui est possédé par une substance. Okay. Possédé, pas dans le sens de la propriété légale, c'est pas que vous pouvez la vendre, votre propriété, vous pouvez l'échanger, ou vous pouvez en acheter plus, etc. Mais c'est vous qui l'avez. Un très joli schéma avec la très jolie Julie. Donc Julie, elle possède dans cette analyse une propriété, okay, puis c'est la propriété de sourire que vous avez là-haut. Ça c'est analyse standard, naturelle jusqu'à un certain point des énoncés élémentaires et l'idée qu'il y a une différence entre les substances et les propriétés. Bien. Eh bien l'idée maintenant c'est qu'on va faire exactement la même chose pour comprendre ce qu'est l'existence. Qu'est-ce que c'est que l'existence selon la première théorie de la propriété? On va prendre un énoncé qui est tout proche de notre premier énoncé. On ne va plus dire que Julie sourit, on va dire que Julie existe. Et dire, c'est facile, on va comprendre ce que c'est que l'existence de la manière suivante. C'est un énoncé du type sujet-prédicat. On a Julie existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça consiste à dire que la substance Julie, qui est désignée par le nom Julie, possède une propriété qui est exprimée par le prédicat existe. C'est la propriété d'exister. Okay. Donc les deux phrases, on va les analyser exactement de la même manière. On va dire que, au même titre que Julie possède la propriété de sourire, elle possède la propriété d'être jolie. Donc dans cette optique-là, Julie, elle a deux propriétés, au moins. Elle a la propriété de sourire, et puis elle en a une autre qui est la propriété d'exister. Il y a quelque chose de très naturel et presque irrésistible à cette théorie au départ. Pourquoi est-ce qu'on analyserait ces deux choses différemment? Julie sourit, Julie existe, on possède des propriétés. Dans les deux cas. Donc il y a cette propriété d'existence qui est possédée par Julie. Alors, en dépit de tout ce qu'il y a de naturel et d'attrayant dans cette approche de l'existence comme une nouvelle forme de propriété, c'est une théorie qui est largement rejetée aujourd'hui. Je ne peux pas dire très largement parce que vous avez un certain nombre de philosophes qui continuent à accepter cette théorie, qui se revendiquent souvent d'un philosophe, d'un élève de Brentano qu'on étudiera au second semestre qui s'appelle Meinong, mais en général, les gens refusent cette théorie. Est-ce que vous voyez pourquoi est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec cette théorie-là? Qu'est-ce qui peut motiver? Oui. Deux choses, j'ai l'impression que pour sourire, il faut de toute manière exister. Et dans le deuxième exemple, comme on parle de l'énoncé sujet-prédicat, ouais. J'ai l'impression qu'on fait en quelque sorte un pléonasme. C'est comme si, imaginons un monde où toutes les Ferrari sont rouges. Ouais. On dit qu'une Ferrari est rouge, on se répète un peu, étant donné que ne serait-ce que pour être, on existe déjà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si, c'est très bien. C'est un pléonasme. Donc vous mettez le doigt sur une objection que va faire Hume, qu'on va voir dans un instant. Donc Hume, qu'on a rencontré précédemment, le père du rentisme, mais sur l'existence, il a une thèse qui est compatible, évidemment, parce qu'il est cohérent, mais qui est aussi qui n'implique pas le père du rentisme, qui consiste à dire, exister, c'est presque une propriété pléonastique, comme vous avez bien dit. C'est pas comme si Julie pouvait décider ou pas, en plus de sourire, d'exister. Ouais, aujourd'hui, je souris pas, mais j'existe par contre. C'est par nature, on a envie de dire, si on parle de quelque chose, ce dont on parle existe. Enfin, comment quelque chose pourrait avoir une propriété sans exister? Puis ça rejoint le premier doute qui est de dire, l'existence, elle est présupposée intuitivement par la possession de toutes les autres propriétés. Okay? Donc si Julie peut sourire, c'est qu'elle existe. Okay? Ça, c'est une vision très anti-Meinongienne. Meinong va dire non, on peut posséder une propriété sans exister. Il va dire on peut être Sherlock Holmes que sourire et il n'existe pas. Okay? Mais on va revenir sur Meinong un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a cette intuition qui est de dire c'est presque un pléonasme l'existence. Okay? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que la chose en question? Et je vais juste terminer là-dessus, puis on y reviendra la prochaine fois. Au moins que vous voyez
la tension qui est soulevée par l'idée en question. Donc notre brave David Hume qu'on vient de rencontrer, lui c'est un empiriste. Un empiriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui croit ce qu'il voit et plus généralement ce qu'il perçoit. Il pense que toutes les choses qu'on accepte doivent être fondées dans l'expérience. Et ce que Hume dit, je vais juste aller à sa citation, puis je reviendrai sur cette diapo en début de... parce que je ne l'ai pas traduite, non prochaine séance. Ce que Hume dit, c'est la chose suivante. Il dit, moi je vois des couleurs, je vois des sourires, j'entends des sons, je suis un empiriste, tout ça, j'entends bien. Je vois bien, je perçois bien, très bien, j'accepte toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que je ne vois jamais séparément, c'est l'existence. Donc je vois Maureen sourire, je ne vois pas Maureen sourire et exister en plus de sourire. Ça ne marche pas. Je n'ai pas comme un truc en plus, qui vient s'ajouter à la perception que j'ai de Maureen. Donc l'existence, dit Hume, je ne la vois jamais comme une propriété supplémentaire. Et moi qui suis un empiriste, j'accepte que ce que je vois, donc qu'est-ce que je fais de cette existence? Il y a deux solutions. Soit l'existence, c'est quelque chose en plus que je ne peux pas voir, mais à ce moment-là, j'en veux pas, parce que si je ne peux pas le voir, moi qui suis un empiriste, je rejette cette idée-là. Soit l'existence de Maureen, quand je vois Maureen, c'est juste la même chose que Maureen. D'accord? Donc, et c'est exactement ce que vous disiez à l'instant, l'existence, c'est une propriété pléonastique. Dire je vois Maureen et dire je vois l'existence de Maureen, c'est dire la même chose. Il n'y a pas de différence entre ces deux expériences. Donc, dit Hume, il faut juste pas s'embarrasser avec l'existence, pas dire que l'existence est une nouvelle propriété, c'est juste la même chose que ce qu'on voit. Okay. Donc il va avoir une théorie très déflationniste de l'existence qui va ouvrir la voie à ce qu'on va appeler la théorie majoritaire aujourd'hui, qu'on appelle la théorie quantificationnelle de l'existence. Ça, je ne sais pas si ça pique vraiment votre curiosité, mais en tout cas, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. C'est juste un gros mot pour l'instant, mais on va voir la prochaine fois comment est-ce qu'on comprend l'existence si on ne la considère pas comme une propriété. Bien. Question? Très bien. Bonne semaine à vous tous et à lundi prochain.